C'est une histoire sinueuse, une histoire de poison et de poissons. Au début de l'histoire, il y a Cédric Giroux, un pêcheur professionnel. 10 tonnes de poissons par an à lui tout seul. Et un plaisir évident à faire des ronds dans l'eau. On n'est pas bien là? Le Rhône, ça fait partie de ma famille. C'est une relation particulière que j'entretiens avec la rivière. C'est-à-dire quand il va mal, je vais mal. Quand il va bien, je vais bien. Hélas pour Cédric, le Rhône est malade. Toutes les espèces de poissons sont interdites à la consommation de Lyon jusqu'à Marseille. Aujourd'hui, Cédric est au chômage pour cause de pollution. Ironie de l'histoire, c'est lui qui, il y a 3 ans, demande les premières analyses pour rassurer ses clients. La sanction est tombée, on m'a dit qu'il contenait des doses de PCB assez importantes et que du coup le poisson n'était plus consommable. C'est arrivé du jour au lendemain, comme ça. On vous téléphone à 18 h le soir pour vous dire que vous n'avez plus de travail, quoi. Et en fait, on se rend compte que, voilà, on nous a laissé vendre du poisson qui était contaminé. Voilà, il n'y a pas eu d'analyse sur mes poissons depuis que je me suis installé. Donc si j'en avais pas demandé, je continuerais à vendre du poisson bourré de pyralène, quoi. Pyralène, un nom commercial pour polychlorobiphényl, initial PCB. Le PCB, un poison inodore et incolore qui s'accumule dans la graisse des poissons et en bout de chaîne dans celle des humains. Les brèmes de Cédric explosaient les normes en PCB. Elles n'étaient pas comestibles, ou alors au rythme d'une seule bouchée par mois. D'où vient cette contamination? Certains pensent qu'il ne faut pas chercher bien loin le coupable. Cette pollution est due sans doute en grande partie à une entreprise qui retraite des déchets chimiques, dont le pyralène, dans la plaine de l'Ain. On sait qui c'est. Je pense que l'État sait parfaitement qui c'est. C'est l'usine qui en a relâché beaucoup? C'est l'usine qui en a relâché beaucoup et qui avait l'autorisation de le relâcher beaucoup. Montrée du doigt par les pêcheurs, voici l'usine qui, en amont de Lyon, aurait empoisonné le fleuve. A-t-elle bel et bien recraché des PCB dans le lit du Rhône? Est-elle la seule en cause dans la région? Ailleurs en France, d'autres rivières sont-elles polluées au PCB? Ce poison contamine-t-il seulement les poissons, ou bien aussi les animaux et l'homme? L'usine incriminée s'appelle Trédi. Première surprise, la direction ne se dérobe pas aux questions des journalistes. C'est le responsable de l'environnement qui s'y colle, Thierry Meunier. Ce hangar reçoit chaque jour des tonnes de PCB sous forme d'huile. L'huile est contenue dans ces transformateurs électriques qui partent à la casse. Ce que vous voyez là, c'est un transfo typique de nos campagnes. C'est le transfo typique d'un petit hameau suspendu avec ses crochets là ici, vous voyez, un poteau électrique, et ça distribue un pâté de maison, un groupe de ferme, voilà. Un petit modèle comme celui-ci contient facilement 200 litres de PCB. Dans le corps humain, c'est en millionième de grammes que la toxicité se mesure. Rien qu'en Occident, il a été produit 1 500 000 tonnes de ces huiles toxiques. Le PCB, c'est le produit miracle des années 50-60. C'est-à-dire en pleine expansion économique, on avait besoin de beaucoup d'énergie, donc on a fabriqué beaucoup de transformateurs, de condensateurs. On avait besoin d'une matière pas chère à produire, qui avait des caractéristiques diélectriques parfaites et qui était en particulier susceptible de ne jamais s'enflammer, donc pas de risque d'incendie. Aujourd'hui, on dépense des fortunes pour se débarrasser de ce produit miracle. L'Europe a imposé son élimination complète d'ici 2010. Pas si simple. Voilà un petit transfo qui nous arrive et qui est presque vide. Pourquoi? Je sais pas. Une fuite inaperçue quelque part en France. Il n'a pas l'air abîmé, il a l'air en parfait état, mais en fait, il manque 90% de l'huile dedans. Donc elle est partie dans la nature. Oui, on peut le croire, hein. On peut le craindre en tout cas. Ouais. Seule solution pour détruire les PCB, le feu. Ils sont incinérés à 1200 degrés. Pour éviter la formation de dioxine, Trédi refroidit brutalement les fumées avec de l'eau. Reste-t-il des traces de PCB dans cette eau? C'est par cette voie que le Rhône aurait été contaminé. En traitant les PCB, Trédi en aurait relâché. Le dépollueur serait aussi pollueur.
Dur à avaler pour l'entreprise, qui prétend plutôt à l'excellence et analyse continuellement ses rejets. Tiens, je t'apporte l'échantillon de ce matin. L'administration nous autorise à rejeter aujourd'hui encore quelques grammes par jour, c'est 10 grammes. Ça sera certainement moins dans les mois très proches, mais de toute façon, notre rejet est à 0 PCB. Les services de l'État confirment. Mais qui alors a bien pu polluer le Rhône sur plus de 300 km jusqu'à la Méditerranée? Cédric Giroux, lui, n'en démord pas. C'est Trédi et personne d'autre qui a fait de son jardin ce cimetière de pêcheurs. En ordre de marché vide, les bateaux qui pourrissent, les filets qui attendent des jours meilleurs. Cédric a porté plainte pour empoisonnement. Un juge vient d'être nommé à Marseille. Si vous voulez des papiers sur le PCB, j'en ai récupéré un petit peu en 2 ans et demi. L'instruction sera sûrement longue. Le tribunal d'Aix-en-Provence m'informe que le chef qui a été gardé, c'est déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines ou superficielles. Voilà pourquoi l'instruction a été ouverte. Trédi communique en disant qu'ils sont ultra propres. Alors, comment comprendre que le fleuve est pollué quand à 10 grammes par jour, ça ne suffit pas à polluer un fleuve? Le problème, c'est l'antériorité. Pendant des années, le site appartenait à l'État et visiblement se souciait fort peu de son rejet dans le fleuve. Donc c'était plutôt de l'ordre des kilos que des dizaines de grammes. Donc le plus gros problème, il est là. On découvre une situation qui, aujourd'hui, mais qui perdure depuis 25 ans, quoi. Cédric dit vrai. Trédi a longtemps appartenu à l'État et n'a été vendu qu'en 2002 au groupe Séché. Les kilogrammes de PCB qui ont pu être rejetés dans le Rhône l'ont été dans les années 80 et 90, avant que Trédi ne passe au privé. Pour ceux qui ont repris l'usine, c'est un héritage embarrassant. Ils doivent répondre d'une époque où ils n'étaient pas aux manettes. Mais curieusement, ils évitent de critiquer l'ancien propriétaire, l'État. L'État qui pourtant s'autorisait à lui-même de gros rejets de PCB, 200, 500 grammes et même 1,5 kg par jour. C'était entre 1987 et 1992. 10 grammes par jour. Alors 1,5 kg par jour, quand on le dit comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, sauf si on se remet dans le contexte. Le contexte était à l'époque qu'on se préoccupait peu d'environnement. Autrement dit, Trédi a bien pollué, mais les autres aussi. Voilà un exemple, un document qui date de 1986, qui montre que déjà à cette époque, une usine du couloir de la chimie en aval de Lyon, eh bien rejetait déjà 1,2 kg de PCB par jour. Trédi cherche à diluer sa responsabilité, mais l'argumentation n'en est pas moins crédible. Voici le couloir de la chimie, au sud de Lyon. Une concentration unique en France. Une forêt de cheminées qui a poussé le long du Rhône. Combien de tonnes de PCB ont été versées dans l'eau? Impossible à calculer. En tout cas, tout est encore là. La nature n'a rien éliminé. Alain Chabrol a une expression pour ça. Il dit que les PCB beurrent le fond du Rhône. Avec son association, il a été parmi les premiers à donner l'alerte. Ce sont des produits donc toxiques, hein, ils affectent la reproduction, la fertilité, ils ont des effets neurotoxiques. Bon, ils sont classés cancérigènes. Et puis surtout, ils vont remonter comme un effet boomerang tout le long de la chaîne alimentaire, du plus petit au plus gros poisson, jusqu'à l'homme. Et puis l'autre redoutable particularité, c'est que ce sont des produits qui sont quasiment non biodégradables. Aujourd'hui, le mal est fait. Les poissons sont condamnés à s'intoxiquer en cherchant leur nourriture dans le fond. Pourtant, l'État aurait pu limiter les dégâts il y a plus de 20 ans. 1985, premières analyses sur les poissons. 1986, rapport alarmant de l'INRA. 1987, la toxicité du PCB et son risque cancérigène sont confirmés par des chercheurs lyonnais. Et puis l'affaire s'enlise. L'opinion et les médias passent à autre chose.
L'État, lui, est maintenant au courant du risque. Mais il ne fait pas la chasse au PCB, ni dans le couloir de la chimie, ni surtout chez Trédi, dont il est propriétaire. Pendant encore 5 ans, il continue à s'autoriser, via la préfecture, ce rejet astronomique d'1,5 kg. 5 préfets se sont succédés depuis cette époque. Le dernier a été nommé il y a moins d'1 an, Jacques Géraud. Sur ce passé, il refuse de se livrer au moindre commentaire. Vous me permettrez, si vous voulez bien, d'évoquer l'avenir. Et quand on y revient, je ne connais pas ce qui a pu se passer à ce moment-là. Très franchement, je ne sais pas. Il y a une instruction qui commence, qui vise à remonter le fil de cette pollution historique. Est-ce que vous soutenez cette procédure judiciaire? Je la soutiens totalement. Il faut donc que toute la lumière soit faite sur cette affaire et sur n'importe quelle autre affaire. Le Rhône n'est pas un égout. Et donc il est évident que toutes les personnes qui transgressent la loi dans ce domaine, avec surtout les conséquences que l'on connaît sur la santé, doivent être poursuivies de la manière la plus implacable. Même s'il apparaît que l'État lui-même a pu s'autoriser des rejets hors de proportion. Il incombe à la justice de faire toute la lumière sur ces affaires, et quelles qu'en soient les origines. le procès, si procès il y a, ne dépolluera pas le Rhône. Personne ne sait d'ailleurs comment s'y prendre avec ces milliers de tonnes de sédiments. Pourquoi ne pas les enlever? Impossible. Draguer le fond aggraverait la pollution en la remuant. Aggraverait, ou plutôt aggrave, car du dragage il y en a déjà, toute l'année, pour éviter que le Rhône ne s'envase, pour qu'il reste navigable. Des chantiers comme celui-ci sont à la fois indispensables et polluants. Le préfet les avait suspendus pendant 6 mois. Ils viennent de reprendre. Toute cette affaire a jeté un froid entre Saône et Rhône. Les Lyonnais vont devoir renoncer pour longtemps aux fameuses quenelles de brochet. Sur le marché, la poissonnière prétend pourtant ne pas avoir perdu de clients. Son poisson est frais et garanti sans PCB. Et voilà. Le poisson d'eau douce qu'on a là, c'est juste la truite d'élevage. Et puis le poisson, c'est la perche du Nil. Et donc la pollution du Rhône, ça n'affecte pas votre travail ou vos clients? Non, parce que moi j'ai plus de poissons de mer. Il n'y a plus de petits poissons comme la friture, il n'y en a plus maintenant. Hein. Regarde. C'est vrai, Ça vient de je sais plus où, des étangs. On ne sait pas d'ailleurs. On ne sait même pas. Il y a longtemps qu'on n'en a pas mangé d'ailleurs. Hein. Même on allait au restaurant autrefois, on mangeait de la friture, mais maintenant on n'en mange plus. Les restaurants font peut-être la fine bouche, mais de la friture il y en a toujours dans le Rhône. Avec les beaux jours, les habitués ressortent en panoplie. Mais depuis l'été dernier, la règle du jeu a changé. Pour les poissons petits et gros, on peut toujours taquiner la blette, mais plus la manger. Arrêté préfectoral. On est 3 kilos d'ablette de friture. Je remets tout à l'eau. Je ne garde aucun poisson. J'arrive à 700-800 kilos par an de poisson avec les gros et je remets tout à l'eau. Je ne sais pas si on était contrôlé avec du poisson venant du Rhône, si on n'aurait pas des problèmes. Non, aucun problème. Les gardes-pêche ne vont pas jusqu'à vérifier dans les assiettes que l'interdiction est bien respectée. Mais elle ne l'est pas toujours, justement. On en a mangé une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois. D'ailleurs, ça a été dit. Hein. Il faut en consommer une grande quantité pour qu'il y ait un risque. Non, mais la blette, il n'y a pas de risque. Va pour quelques ablettes. Mais c'est la consommation d'une vie entière qui s'accumule dans les graisses. Et bizarrement, personne ne sait répondre à cette inquiétude toute simple. Combien avons-nous de PCB dans le corps? Il y a beaucoup de monde ce matin dans ce petit laboratoire d'analyse médicale de Camargue. Des médecins ont convoqué la presse pour une première nationale, une étude d'imprégnation au PCB. Le ministère de la Santé vient de lancer la sienne, à grande échelle. Trop tard, répondent ces remuants médecins. L'organisme d'État nous a dit que dans 2 ans, on ferait sans doute une étude très large, épidémiologique. 2 ans, c'est long. Moi, je suis un médecin de terrain et ça, je l'oublie jamais. Donc les gens me posent des questions et j'aurais bien envie de pouvoir leur répondre aujourd'hui. Les volontaires doivent donner leur sang et sauront dans 1 mois combien de PCB ils ont dans l'organisme. Ils ont été sélectionnés pour leur régime alimentaire. Vous en mangiez à quelle fréquence des poissons?
assez souvent, on va dire au moins 1 à 2 fois par semaine. Quelquefois, beaucoup plus. Et vous pensez que des PCB, vous en avez dans le corps? Je le crains. Je le crains très fort. Avant, on nous disait, mange du poisson, tu verras, c'est bien pour ta santé, plein de phosphore, pour la mémoire, tout c'est bon. Mais bon, maintenant, on dit finalement donner du poisson aux enfants, on leur triait, c'est des beaux morceaux de muche, de mulet, là. Et puis finalement, on se dit, qu'est-ce que tu as donné à manger à tes enfants? Cette initiative privée coûte cher, 200 € par analyse. Le VVF finance, mais les médecins organisateurs devront se restreindre à un échantillon total de 60 personnes. Pour ce premier jour, ils ne sont que 5. 5 pour 50 journalistes. Pour l'instant, les médias y trouvent plus leur compte que la science. Je ne vais pas prendre le prix Nobel avec ça. Par contre, je vais pouvoir, avec ces arguments-là, me retourner vers les pouvoirs publics et leur dire, vous ne pouvez pas négliger ces gens. Paris réussit. Le jour même, le docteur Halimi recevra un coup de téléphone du ministère de la Santé, subitement désireux de s'associer à ces prises de sang, malgré leur manque évident de sérieux épidémiologique. À l'origine de cette opération coup de poing, il y a la colère de 300 médecins provençaux. Patrice Halimi est chirurgien orthopédiste. D'autres sont généralistes ou cardiologues. Tous s'inquiètent des effets de l'environnement sur la santé. Jean-Loup Mouisset, lui, est cancérologue. Dans son cabinet, il reçoit de plus en plus de patients jeunes, comme Véronique, 41 ans, et qui ne s'explique toujours pas son cancer du sein. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Non. Est-ce que j'ai eu mes enfants tard? Non. Est-ce que je les ai allaités? Oui. Est-ce que je fume? Non. Est-ce que je bois de l'alcool? Non. Est-ce que voilà, j'ai une hygiène de vie correcte? Oui. Voilà, je n'ai pas présenté de facteurs de risque. Donc voilà, les questions que je me pose, c'est pourquoi, d'où ça vient. Voilà. Pas pourquoi moi, mais d'où ça vient. Le piège, c'est toujours de dire, il y a un facteur qui a causé le cancer. Il y a une conjonction d'éléments souvent. Hein. La plupart du temps, c'est une conjonction d'éléments. Donc, j'aime pas trop dire PCB égale cancer du sein. PCB égale une augmentation du risque de cancer du sein. Une augmentation de l'ordre de 2 à 3 fois l'augmentation de risque. Ce qui en fait un facteur de risque plus important, au vu de cette estimation, que les facteurs qu'on connaît habituellement. Qui sont l'obésité, le manque d'activité physique, les problèmes d'imprégnation hormonale. Donc les PCB, c'est un suspect parmi d'autres. C'est plus qu'un suspect, ça fait partie des responsables. En 20 ans, les cas de cancer du sein ont plus que doublé. Les PCB y sont donc pour quelque chose. Notre imprégnation à ces polychlorobiphéniles représente un enjeu de santé publique majeur partout en France. L'État s'est donc lancé dans un inventaire ambitieux des fleuves et rivières polluées. Ici l'Isère, qui se jette dans le Rhône. Cela passe par une analyse des sédiments et des poissons. C'est une truite, magnifique. Et cela peut coûter cher, plus cher que des dosages sanguins. À 500 € le poisson, sachant qu'il faut prélever plusieurs espèces et plusieurs individus par espèce, ces campagnes de pêche scientifique engloutiront des millions d'euros. Il n'y a que 3 poissons, mais c'est pas beau poissons, il y a deux grosses truites. Ces analyses n'en sont qu'à leur début. L'État aura-t-il les moyens d'aller jusqu'au bout? Pourra-t-il remonter la trace du PCB dans les fleuves, les rivières, les ruisseaux? Même les plus petits cours d'eau sont concernés. Prenez la Jonche, qui se jette dans le Drac, qui se jette dans l'Isère, qui donc se jette dans le Rhône. Charmante rivière d'altitude, bordée par une ancienne mine de charbon. Les mineurs sont partis, les murs restent debout, avec toutes les installations d'époque. Ce chevalet, il faut y comparer à un ascenseur qui descendait dans la mine. L'entrée du personnel, l'entrée du matériel. Donc ici, c'était commandé par une salle des machines, qui était vraiment la machinerie de commande de cet ascenseur. Et c'est dessous cette machinerie qu'on a trouvé de l'huile polluée. C'est certainement des dizaines de milliers de litres de PCB qui sont contenus dans des terrils, dans des terres polluées, dans des galeries, dans des sous-sols d'usines, et qui petit à petit, au gré des pluies et des lessivages, continuent à alimenter les rivières.
Quand on se retourne sur une époque, il reste des souvenirs et parfois de la pollution. Les PCB sont un héritage envahissant. Un vieux produit miracle, utilisé à l'usine comme à la maison. Nous voici chez un récupérateur de déchets électroniques, dans la région lyonnaise. Ici, on récupère chaque année des milliers de tonnes d'appareils. Nos vieilles télés, par exemple. Elles aussi, elles en avaient du PCB. À l'arrière, dans un condensateur, et pour éviter tout court-circuit. Donc des PCB, il y en a où sur cette chaîne? Il peut y en avoir sur les cartes électroniques des télévisions. Donc ces cartes électroniques ont été traitées, c'est-à-dire que les gros condensateurs qui font plus de 2,5 cm qui peuvent contenir des PCB ont été retirés. Ils ont été mis là. Voilà, ça ressemble à ça. Four, lave-linge, tout y passe. En France, le PCB a été interdit en 1987. Dans certains réfrigérateurs et dans certaines clims, comme celle-là par exemple. Là, ou là. Est-ce que c'est facile de s'y retrouver? Non, c'est pas facile parce que l'étiquetage n'est pas très clair. Du coup, on les enlève tous. La Chine, premier producteur mondial d'électroménagers, s'est engagée en 2004 à bannir les PCB. Mais il y a des milliers de références et des containers pleins qui arrivent chaque jour. Cette mondialisation a aussi des effets inattendus. C'est parce que les pays industrialisés manquent de cuivre que Thierry Meunier se retrouve aujourd'hui à enfiler des protège-chaussures devant ce supermarché désaffecté. Le prix de la tonne de cuivre s'est envolé. Les vols se sont multipliés. Dans le transformateur abandonné du supermarché, il y avait pour 2000 € de cuivre. Tant pis pour les 400 litres de PCB. Ils ont coulé par terre. Je dirais, il y a à peu près 15 cm d'épaisseur de PCB dans cette fosse. 400 litres de PCB, de quoi polluer un fleuve sur des dizaines de kilomètres. Non, ça nous arrive d'y aller. Si le sol ici est très étanche et qu'on arrive à tout débarrasser et tout récolter, on arrivera à traiter la totalité de la pollution. Si jamais il y a des égouttures qui se sont répandues, et forcément, à mon avis, il y en a qui se sont répandues quand ils ont embarqué le noyau de cuivre. Là, on retrouvera quelques grammes de PCB qui risquent de se retrouver à la rivière et donc au Rhône. Les hommes en blanc de Trédi sont appelés 2 à 3 fois par mois pour nettoyer le PCB d'un transfo désossé. Tout part ensuite à l'incinération, même l'aspirateur. Parfois, les PCB se répandent loin des regards, en rase campagne par exemple. Nous partons dans l'Est, dans un département laitier. Ici, un élevage a été mystérieusement frappé par les PCB. Pendant 8 mois, le lait a dû être détruit. Les bêtes les plus contaminées ont pris le chemin de l'abattoir. L'affaire a été gardée secrète. Aujourd'hui, elle est close, mais le paysan refuse toujours d'en parler. Il n'a pourtant absolument rien à se reprocher. L'enquête l'a montré. J'ai rien à dire, j'ai pas à parler. On m'a répondu, tu ne dis rien, tu n'as pas à parler, c'est tout. Tu ne dis rien. Pourquoi on vous a dit ça? Sans bon lieu. Combien de bêtes sont mortes? Je ne sais pas. Non, ça c'est non. Je ne vous le dirai pas, c'était assez dur. Nous appelons sur le champ la coopérative laitière, qui a épaulé l'éleveur, et semble-t-il l'a conseillé aussi. Aujourd'hui, vous avez toujours dit qu'il ne fallait pas parler, que ce soit vous, service vétérinaire ou tous les autres, les journalistes de France 2 sont là. Moi, je ne dis rien. Bon, celui qui veut parler, il parle, mais moi, je ne dis rien du tout, c'est tout. D'accord. Moi, je pense que j'ai rien à ajouter. Puisqu'il s'agit d'un événement déjà ancien et qui est circonscrit, est-ce qu'on peut venir vous rendre une petite visite pour en parler? Je ne préfère pas. Réflexe de protection. Il ne faudrait pas qu'une contamination isolée vienne salir l'image de toute une filière. Le lendemain, pourtant, la coopérative fait volte-face et nous reçoit. Pour ces professionnels, le plus déstabilisant fut de ne pas savoir expliquer cette pollution.
Eh bien, c'est passé par de nombreuses investigations où l'on a à la fois recherché au niveau de l'alimentation, au niveau des fourrages, donc des céréales, les bâtiments, les murs, la toiture, les goudrons de revêtement. On est passé par de très très nombreuses hypothèses parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'était une contamination qui était complètement inédite. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été confronté à ce cas. C'était quoi la solution alors? C'était quoi la source? Oui. La source, c'était les gravats qui étaient contaminés devant le bâtiment d'exploitation. Quand le temps est sec, ça génère de la poussière quand il y a un passage de véhicule. La poussière allait se coller sur le foin, et le foin contaminait après les animaux. L'explication est à peine croyable. De simples poussières soulevées par le vent auraient suffi à contaminer le lait à plusieurs dizaines de fois la norme admise. Pour connaître le fin mot de l'histoire, nous poussons la porte des services vétérinaires. Ici, les fonctionnaires ont des doutes sur la version des gravats et poussières polluées. C'est une des pistes sans doute légitime et intéressante. Suffit-elle à expliquer la contamination de l'élevage? On peut se poser raisonnablement la question. Il faut accepter effectivement que dans la plupart des produits alimentaires, il y ait des traces d'un certain nombre d'éléments de contaminants et qu'on n'est pas effectivement dans une situation de risque zéro. Je crois qu'il faut que les consommateurs, les gens comprennent qu'il faut une part d'acceptation de ce niveau de risque, que tout est mis en œuvre pour le limiter au maximum, mais que le risque nul, malheureusement, n'existe pas. D'autres fermes ont vu leur lait détruit, en Bretagne et près de Lille. Parmi les suspects, les boues d'épuration, ces déchets de la ville épandus à la campagne. Valenton, la deuxième station d'épuration de France en taille. Les boues viennent des excréments humains et servent d'engrais dans les champs. S'il n'y a pas d'incident sur le traitement, le débit, c'est plutôt pas mal d'ailleurs quand on voit ça. Les résidus sont filtrés et séchés. Valenton en fabrique 60 000 tonnes par an et les distribue aux agriculteurs, pour l'instant gratuitement. Problème, il y a du PCB au fond de nos égouts, déposé parfois depuis des années. Une pluie d'orage, comme une chasse d'eau, le pousse jusqu'à la station d'épuration, jusqu'au séchoir et jusqu'à ces petits granulés, les fameuses boues. On a eu des contaminations assez fortes en 2003-2004 et plus récemment en 2005. Et là, ça nous a embêtés puisque les boues, au lieu de partir en épandage agricole, non pas sur cette usine mais sur une autre usine, eh bien on a été obligé de les mettre en centre d'enfouissement, en décharge. Est-ce que c'est dangereux pour la santé, est-ce que c'est dangereux pour l'agriculture que des boues, même faiblement contaminées au PCB, puissent être répandues sur les champs? Les quantités amenées sur les sols sont tellement faibles qu'on n'a jamais pu déterminer qu'il y avait soit des transferts dans les végétaux, soit des transferts vers la nappe. La Suisse vient pourtant d'interdire tout épandage sur son sol. Ces mêmes boues, valorisées chez nous comme des engrais commerciaux, sont incinérées là-bas, comme de vulgaires déchets. Qui a raison? Avec le PCB, la notion de ce qui est acceptable a beaucoup changé avec le temps. Une norme jugée draconienne hier apparaît laxiste aujourd'hui. L'anguille, pêchée par ce bateau hier sur la Seine, n'est plus considérée comestible aujourd'hui. La bascule a eu lieu fin janvier. Et pour la flottille de pêche d'Honfleur, le coup a été rude. Nous sommes à bord du Petit Bambino. 11,50 mètres, 3 hommes d'équipage, et un moral dépressionnaire, comme dirait la météo. C'était beaucoup d'argent, l'anguille? C'était, oui, un tiers des revenus au niveau saison. En moyenne, 100 kg d'anguille par jour, si vous voulez. Et évidemment, ça fait un trou dans le budget. C'est combien le kilo, l'anguille? L'anguille se traite à environ 7 € le kilo. Attention aux têtes. Avec des poissons rares et un gasoil cher, le Petit Bambino faisait déjà une saison pourrie. À la barre, Franck, 4e génération de patron pêcheur. Je
Donc c'est un début l'anguille. Après ça suivra par le maquereau, peut-être la crevette, tout ce qui est dans l'estuaire de Seine. Je pense que c'est finir comme ça. Est-ce que vous croyez que tout ce qui est dans l'estuaire de Seine est pollué au PCB? Ça, je suis incapable de vous répondre. J'espère que non. J'espère que non. Je vois pas pourquoi les autres poissons ne seraient pas du tout touchés. Ce matin, le petit Bambino n'est pas sur ses zones de pêche habituelles. Il ratisse l'estuaire pour une espèce qui ne se mange pas. Pas un poisson de pêcheur, mais de chercheur. Christophe Minier travaille à l'université du Havre. On dirait qu'il y a quelques ballettes. C'est lui qui a affrété le bateau. Il cherche des flets, ces drôles de poissons plats avec les deux yeux du même côté. Les flets vivent au fond. Ils se frottent davantage à certains polluants. Regardez ça, c'est une super nexpose encore. Ça fait partie des affections qu'on voit assez régulièrement chez ces poissons. Mais Christophe Minier s'est surtout spécialisé dans un phénomène inquiétant, dont ces poissons bifaces sont les victimes. Alors ce qu'on a constaté chez ces poissons, c'est que certains mâles sont dits intersexués. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie leurs testicules, eh bien, ils produisent non seulement des spermatozoïdes, mais aussi des cellules sexuelles féminines qu'on appelle des ovocytes. Et c'est une perturbation du système reproducteur qui est assez rare, puisque la Seine, c'est le 3e seulement estuaire au niveau mondial où on a pu constater ça chez des flets. Cette féminisation des espèces, elle est due au PCB? Alors cette féminisation est due à un ensemble de contaminants, notamment des stéroïdes, mais les PCB sont des suspects aussi dans cette interaction. Le PCB n'est qu'un suspect parmi d'autres. Mais que fait-il sur les lieux du crime? Lui qui vient des rivières se retrouve en mer, et parfois très loin des embouchures. Même les ours blancs du pôle Nord en ont. Il y a un toxicologue qui avait dit il est très étonnant que l'homme considère la mer à la fois comme un garde-manger et comme sa poubelle. Et c'est vraiment ça que ça veut dire. En fait, les contaminants finissent à la mer. Dans cette mer poubelle, l'homme n'a pas fait le tri. Pesticides, hydrocarbures, tout s'y mélange, même nos médicaments. Les PCB ne sont qu'un polluant de plus. Mais un polluant symbole. Symbole d'une croissance aveugle. Symbole d'un état sourd. Symbole de ces années fastes, les 30 glorieuses, qu'il faudra bien un jour appeler aussi les 30 polluantes. Et nous recevons tout de suite sur notre plateau Patrice Lorton qui a réalisé cette enquête sur cette pollution au PCB. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Alors première question, comment expliquer ce silence assourdissant des autorités depuis 20 ans sur le PCB? Pourtant les scientifiques les ont alertés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut dire, les critiques disent que l'État n'a rien fait et n'a rien dit, ce qui est peut-être pire avec les PCB. Alors, rien fait, l'État s'est contenté de suivre le mouvement européen. Il a interdit les PCB, d'abord dans les peintures, les adhésifs, tout ce qui est directement en contact avec la nature, puis dans les mécanismes clos, les transformateurs qu'on a vus dans le reportage. Avant, dernière étape, de les éliminer, ces vieux transformateurs, à l'échéance 2010, comme tous les autres pays européens. Ce qui est plus dérangeant, c'est que l'État n'a pas dit ce qu'il savait ou n'a pas alerté les pêcheurs sur les dangers du poisson. On savait que le PCB était une substance dangereuse au début des années 80. Pourquoi n'a-t-on pas alerté les pêcheurs sur les risques à manger des anguilles ou les poissons gras, comme on n'a d'ailleurs pas alerté les constructeurs d'immeubles d'habitation sur le risque de construire sur des sols pollués. L'inventaire a également n'a pas été fait correctement dans ces années-là. Donc c'est plutôt ce silence qui est répréhensible, entre guillemets. Alors, Patrice, il semble qu'aujourd'hui, enfin, les pouvoirs publics aient pris la mesure du problème avec l'annonce en février dernier, le 8 février, je crois, d'un plan d'action national sur ces PCB. Il a été annoncé par la secrétaire d'État à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, que dit ce plan et quelles sont les mesures qui sont préconisées? C'est un plan qui veut limiter les dégâts, disons, ou au moins mesurer les dégâts, faire une carte de France des PCB. On voit d'ailleurs la dite carte de France qu'on a commencé à faire est criblée de points noirs, sauf dans le sud-ouest de la France qui est moins touché. Donc faire une photographie du PCB avec d'ailleurs des mauvaises surprises. On a vu que le lac d'Annecy, qu'on croyait être le plus pur d'Europe,
contient des poissons qui contiennent du PCB. On a su ça il y a très peu de temps. Oui, début avril, ça a été annoncé pour l'omble chevalier. On a eu une meilleure surprise quand la pêche a été réautorisée sur une portion du Rhône entre Valence et Avignon. Donc une photographie du PCB, un accompagnement financier des pêcheurs qui ont perdu leur travail, les pêcheurs professionnels dans l'affaire. Mais voilà, c'est tout. Ça manque de l'ambition première qui serait de dépolluer. Ça, dépolluer, c'est impossible. Le seul pays qui s'y est essayé, la Norvège, d'abord ça lui coûte très cher. 3 milliards d'euros pour 800 km² seulement de fjord. En France, c'est beaucoup plus de territoires qui seraient concernés. Et les résultats en Norvège sont assez aléatoires. Alors Patrice, vous pouvez peut-être nous donner maintenant les résultats de cette étude faite par des médecins du sud de la France, on le voit dans le reportage, des analyses de sang pour connaître le taux d'imprégnation du sang au PCB. Alors c'est une étude à l'échantillonnage limité et donc à la portée scientifique limitée, mais tout de même ces résultats seront connus la semaine prochaine et déjà on sait déjà qu'il y a un rapport de 1 à 100 entre un Parisien qui ne mange pas de poisson, disons, qu'il pêcherait à côté de chez lui, et un habitant du delta du Rhône, c'est des habitants du delta du Rhône qui ont été testés, qui eux mangent le poisson qu'ils pêchent, donc de 1 à 100. Une enquête plus ambitieuse va être lancée par l'AFSA sur 20 000 personnes, 20 000 pêcheurs amateurs, mais hélas les résultats ne seront connus que dans 3 ans au minimum. Merci Patrice.